Bonsoir à tous, émission exceptionnelle ce soir sur BFM Alsace, émission en direct, ça on a l'habitude, émission en public, c'est moins courant, 300 personnes ici avec nous ce soir, nous sommes à Strasbourg, au siège de la collectivité européenne d'Alsace, présidée par vous Frédéric Bierry, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir ici au siège de la CEA ce soir, merci aussi d'avoir accepté de jouer le jeu, je le disais, on est avec 300 personnes ici qui sont avec nous, qui seront face à nous, face à vous pendant 1h30, 300 personnes, 300 Alsaciens qui ont des questions à vous poser, qui ont des choses à vous dire. On va parler de dossiers que vous gérez déjà, j'allais dire au quotidien, à la collectivité européenne d'Alsace, les questions de santé notamment, de solidarité, d'environnement. On va aussi évoquer des dossiers que vous aimeriez peut-être, je crois, avoir dans votre giron, ce qui veut dire qu'évidemment, on va évoquer cette fameuse question, est-ce qu'il faut que nous, les Alsaciens, on sorte de cette fameuse région Grand Est. On a intitulé cette émission « Quel avenir pour l'Alsace ? Vos idées pour demain ?» On est ensemble pendant 90 minutes. Soyez les bienvenus sur BFM Alsace. Alors voilà, Frédéric Bierry, nous voici tous les deux face à 300 personnes, des Alsaciens, précisons-le, que vous avez sollicité puisqu'ils font partie des contributeurs à cette consultation sur l'avenir de l'Alsace que vous avez organisée. On va aussi entendre, je le précise, des témoignages de témoins interrogés cette semaine par les équipes de BFM Alsace sur le terrain aux quatre coins de notre région. Cette consultation sur l'avenir de l'Alsace, vous l'avez organisée, 2400 contributions, c'est pas rien. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Et je suis très fier, moi, de toutes ces contributions dans une période de passivité parfois citoyenne, que vous ayez pris la plume, prendre du temps pour s'exprimer, pour porter de manière désintéressée l'avenir de l'Alsace, pour fixer vos priorités. Pour nous, c'est particulièrement précieux. J'associe à mon expression mes collègues élus qui sont aussi nombreux dans cette salle, pour que notre action politique soit en cohérence avec les habitants. C'est important que nous puissions avoir votre vision de notre territoire alsacien. Donc, quand je vois que, par exemple, au moment des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de contributions et qu'elles sont aujourd'hui dans des archives, nous, cette contribution, nous avons souhaité la faire vivre. On l'a fait vivre à travers déjà votre expression qui a été présentée dans le magazine Toute l'Alsace, qui est distribué à 1 million d'exemplaires. Et nous allons continuer à la faire vivre dans l'action de la politique de la collectivité. Et nous espérons porter encore plus haut vos ambitions. Je crois que vous évoquez souvent, Frédéric Bierry, les votations en Suisse. En général, c'est pour dire est-ce que vous êtes pour ou contre ceci. On aurait pu imaginer ici dans la région la taxe poids lourd, l'artificialisation du massif des Vosges, j'en sais rien, oui ou non. Là, vous avez demandé aux gens de prendre la plume. Est-ce que vous avez besoin d'idées pour l'Alsace? Est-ce que vous-même vous en manquez? Ce qui est important, vous savez, c'est que nos concitoyens retrouvent du poids sur la décision politique. Si on veut redonner envie de démocratie, c'est vraiment essentiel de pouvoir mener ça à bien. Et toutes les démarches, tout le processus démocratique qu'on a construit depuis la création de la collectivité européenne d'Alsace a été dans ce sens-là. D'abord, en fusionnant deux collectivités départementales, c'est quand même quelque chose d'assez inédit, avec une organisation en territoire. Ensuite, avec les 80 jours à la rencontre des habitants, qui ont été un enrichissement pour moi, pour mes collègues, à l'écoute des attentes de nos concitoyens. Il y a eu ensuite le Conseil de développement, qui aujourd'hui nous éclaire sur les politiques publiques que nous menons et qui a un lien direct avec la population. Il y a eu la grande consultation citoyenne, plus de 150 000 participants, 92% des Alsaciens qui disent qu'ils veulent le retour d'une Alsace institutionnelle à part entière. Tout ça, et puis cette contribution qui est le dernier élément de ce processus démocratique qui doit nous amener à obtenir ce que les Alsaciens attendent, le retour d'une Alsace à part entière. On va passer, Frédéric Bierry, la parole au public dans quelques instants. Juste avant, en quelques mots, l'actualité, c'est évidemment la colère des agriculteurs. La M35 à Strasbourg en milieu de semaine, la 35, la 36 dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse hier et aujourd'hui.
c'est pas votre dossier, les questions agricoles à la collectivité européenne d'Alsace. C'est un fait. D'abord, je voudrais dire tout mon soutien au monde agricole. Ce qui fait aujourd'hui en partie l'attractivité, la richesse de notre territoire, c'est qu'on a à la fois dans l'agriculture, dans les métiers de bouche, dans l'industrie agroalimentaire, des talents, des gens très investis, très engagés. Et aujourd'hui, à la CEA, vous manquez de levier d'action, c'est ça? Alors bien évidemment, la compétence économique dans les aides directes a été attribuée aux régions. Et donc, pour pouvoir aider les agriculteurs, on est obligé de trouver des subterfuges. On est obligé de demander l'autorisation à la région Grand Est pour pouvoir aider le monde agricole. C'est aberrant, là où il faudrait pouvoir agir en agilité, en réactivité face aux situations. Alors, on est quand même engagé sur un certain nombre de points avec le monde agricole, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On va évidemment détailler notamment ce dossier et tous les autres et la question de la sortie du Grand Est. L'émission, on a préparé ça et chapitré en différentes thématiques. Évidemment, vous dans le public, n'hésitez pas à lever la main pour nous solliciter. On va commencer par les questions de santé, de solidarité. On va parler ensuite de culture et en particulier de bilinguisme, la question de notre dialecte et puis de l'allemand évidemment. Les questions environnementales ensuite. Et puis on terminera par la question institutionnelle qu'on a déjà évoquée. Voilà, maintenant, parole aux Alsaciens. Mieux vivre et bien vieillir en Alsace. Voilà ce premier chapitre. Je vais me tourner vers la salle. Il me semble qu'il y a d'ores et déjà une question sur ce sujet, la question de la solidarité, la question aussi, puisque ça fait partie de vos compétences, Frédéric Bierry, de la solidarité et du versement du RSA. Il y a la transformation aussi, on le sait, de Pôle emploi qui est devenu France Travail. On me dit que Lionel Weidmann est quelque part dans la salle. Est-ce qu'on peut me l'indiquer? Il est par là-bas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup de bien vouloir, j'allais dire, ouvrir le bal. Vous êtes Lionel Weidmann. D'où venez-vous? D'où parlez-vous? J'allais dire, qui êtes-vous? Alors bonsoir monsieur Bierry. Donc Lionel Weidmann, je travaille pour l'association L'Atelier qui forme et accompagne des publics éloignés de l'emploi sur le territoire du Bas-Rhin depuis 40 ans. Votre question pour Frédéric Bierry. Alors ma question, le constat que font nos équipes de terrain qui travaillent avec les services de la CEA en partenariat aussi avec les autres opérateurs de l'insertion, c'est que les personnes qu'on accueille aujourd'hui dans nos dispositifs sont des personnes de plus en plus fragiles, de plus en plus éloignées de l'emploi, qui ont parfois des problématiques sociales énormes. Et du coup, ma question, c'est comment voyez-vous l'avenir pour ces personnes pour qu'elles ne restent pas au bord du chemin? Frédéric Bierry. Alors, bien évidemment, c'est un sujet majeur pour la collectivité européenne d'Alsace. Je suis très fier de pouvoir dire que depuis la création de la collectivité, on est passé de 46 000 foyers à 39 000 foyers. On a réussi à réduire le nombre de bénéficiaires du RSA et l'action de l'atelier y contribue au quotidien. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour cet engagement. On a beaucoup agi pour plus efficacement pour les nouveaux arrivants, réussir à les sortir de la précarité, de la pauvreté, parce que je rappelle à vous toutes et à vous tous que vivre avec le RSA, c'est vivre avec une allocation de pauvreté, et que notre enjeu ici en Alsace, mais dans toute la France, c'est de sortir les gens de la pauvreté et leur donner des perspectives, et que l'emploi, bien évidemment, apporte aussi une dignité supplémentaire. Donc notre priorité, c'est bien évidemment essayer de sortir les personnes de la pauvreté. Mais on voit bien dans les bénéficiaires du RSA, il y a ceux qui sont très proches de l'emploi, et sur lesquels on insiste beaucoup pour que rapidement ils retrouvent des perspectives dans un contexte où aujourd'hui on a beaucoup d'emplois à pourvoir encore sur le territoire et parfois des emplois assez accessibles. Donc il faut miser à fond déjà pour ceux qui peuvent assez facilement le retrouver. Et puis après, il y a un public plus éloigné de l'emploi, parfois ceux qui sont déjà au RSA depuis de nombreuses années, qui ont eu des problèmes de santé, qui ont des difficultés particulières. Et là, on voit bien qu'on doit avoir des outils plus poussés. Moi, je compte aujourd'hui sur l'expérimentation de France Travail qu'on va mettre en œuvre ici pour renforcer le niveau d'accompagnement, parce qu'on voit bien que quand on accompagne plus fortement les personnes, on arrive à leur trouver un peu plus de perspectives. On a l'impression sur ce dossier que Pôle emploi dit depuis toujours il faut accompagner, le RSA aussi il faut accompagner. Là, on va juste le faire, mais plus. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des gens qui touchent le RSA?
En fait, aujourd'hui, un travailleur social va accompagner un certain nombre de bénéficiaires du RSA. Et aujourd'hui, le nombre est élevé. Et donc, il n'aura pas forcément le temps suffisant pour consacrer à chacun ce qui serait nécessaire pour l'accompagner vers l'insertion. Et donc là, à travers la création de France Travail, on va avoir des moyens financiers supplémentaires de l'État pour pouvoir accompagner plus fortement. Donc on espère que ça aide, bien évidemment, à favoriser l'insertion. Après, il faut tenter des démarches. On a par exemple une démarche qu'on a lancée avec Emmaüs qui s'appelle les emplois aidants et qui concerne surtout des personnes très éloignées de l'emploi. Et j'ai pu constater par moi-même ces expériences qui fonctionnent bien, où des gens qu'on pensait perdus pour l'emploi, petit à petit, par petites étapes, ont pu retrouver le travail et finalement ont réussi à se réinsérer. Mais on voit bien qu'on a besoin à la fois d'accompagnement renforcé, de perspectives, et c'est à nous de construire tout cela avec des acteurs professionnels comme vous pour y arriver. Nous, on est très fiers du travail de nos opérateurs qui nous permettent, si on a réussi à baisser le nombre de bénéficiaires du RSA, c'est grâce à des opérateurs comme les vôtres. Donc on va s'appuyer encore plus fortement sur vous, sur vos qualités, vos connaissances du public pour essayer de baisser encore ce nombre de personnes en précarité. Frédéric Bierry, la vie des Alsaciens est parfois difficile, surtout en ce moment. Il y a l'inflation, évidemment. Je le disais en préambule, les caméras et les micros de BFM Alsace se sont promenés en Alsace comme elles le font tous les jours d'ailleurs cette semaine pour préparer cette émission. Je vous propose d'écouter Rachel Loren, c'est une personne qu'on a rencontrée. Ceux qui n'ont pas les moyens, beaucoup pour les gens de la retraite aussi, les personnes âgées. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la misère et c'est triste de voir ça, c'est triste. C'est plus comme dans les années 80, où c'était pas cher, la vie était facile, on avait la liberté. Moi, je vois des personnes âgées qui ont du mal à marcher et qui s'achètent peut-être 2-3 choses, qui n'ont plus grand-chose sur eux, qui n'ont plus rien dans leur porte-monnaie. La vie, elle est belle, mais elle est triste. Elle est triste. Elle est triste. Frédéric Bierry, pour compléter ce témoignage, ce chiffre, 262 millions d'euros, c'est l'excédent budgétaire. Certains disent la cagnotte de la collectivité européenne d'Alsace pour l'année dernière. L'opposition ici, à la CEA, vous dit ces sous-là, il fallait les dépenser pour ces gens-là. Alors, la collectivité, plus de 60% de son budget est consacré au soutien aux personnes les plus fragiles, à tous les âges de la vie, de la petite enfance, des enfants un peu abandonnés, jusqu'aux personnes âgées, en passant par les personnes en insertion et les personnes handicapées. Donc, nous mettons beaucoup de moyens. Ces 200 millions que vous évoquez, 262 millions que vous évoquez, ce sont des sommes qui vont être nécessaires pour réaliser un certain nombre d'investissements. Je pense, par exemple, nous sommes ici à Strasbourg, on est en train de construire 5 collèges. Avec les collèges que nous allons devoir construire, cette enveloppe, elle est déjà complètement mangée. Et par rapport au budget de la collectivité européenne d'Alsace, c'est un budget de plus de 2 milliards. C'est un mois de dépenses. Il faut mettre aussi en perspective. Je pense que chacune et chacun d'entre vous, en tout cas je l'espère, que vous avez un mois d'avance sur vos dépenses personnelles. Eh bien là, c'est un mois d'avance sur les dépenses de la collectivité. Et on voit nos recettes fortement baisser. Les droits de mutation, qui étaient des recettes qui avaient été plutôt en hausse ces dernières années, sont en forte baisse en ce moment. Donc on sait qu'on va avoir moins de recettes et des dépenses sociales qui vont exploser. Donc il faut qu'on garde un tout petit peu de réserve, sans quoi on ne pourra pas mener à bien les projets attendus par les Alsaciens. Une autre question ici dans le public. On me parle de Coralie. Où se trouve-t-elle ? Vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien vous donner votre nom, oui. Et puis votre fonction, s'il vous plaît ? Donc Coralie Lavenue, je travaille à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Quelle est votre question pour Frédéric ? Alors, ma question, c'est, on remarque une augmentation massive de personnes de plus de 60 ans en situation d'isolement. Notre baromètre fait état de 122% supplémentaires en 4 ans. Ma question, c'est, est-ce que demain, on a une politique du grand âge ambitieuse sur les difficultés que peuvent rencontrer les seniors en termes de mobilité, d'accès aux droits, de précarité et bien entendu d'isolement ? Frédéric Bierry. Alors, la compétence personnes âgées, accompagnement des personnes âgées, compétence forte de la collectivité européenne d'Alsace. Il y a deux enjeux forts, bien évidemment. Il y a le maintien à domicile,
comment on peut accompagner les personnes âgées qui veulent pour la plupart rester le plus longtemps possible chez elles. Et puis, il y a aussi la politique dans les EHPAD qui est aussi une politique très importante. Notre enjeu, bien évidemment, partagé avec les petits frères des pauvres, c'est une vie digne pour nos aînés, et notre enjeu est bien évidemment de les accompagner le mieux possible. Alors, on a toutes les structures aujourd'hui d'aide à domicile qui ont vocation, c'est plus de 150 structures que nous accompagnons au quotidien, avec qui nous travaillons au quotidien, qui ont justement pour objet d'être en soutien des personnes qui sont encore à domicile mais qui ont besoin d'être accompagnées, avec le versement aussi d'allocations personnalisées à l'autonomie. Il y a toutes les actions qu'on peut mener aussi avec les communes, les CCAS, et les concours qu'on peut apporter au CCAS dans des actions qu'ils peuvent mener en proximité avec les habitants et avec les personnes âgées en particulier. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les communes que nous cofinançons pour leur permettre d'être aux côtés de leurs aînés. Moi, je crois beaucoup au lien entre les communes et la collectivité européenne d'Alsace parce que c'est le lien de proximité, le lien privilégié. Et puis j'ai été maire pendant 20 ans, je sais le rôle que les communes peuvent avoir parce qu'elles connaissent les concitoyens. On a énormément de travailleurs sociaux aussi et médico-sociaux qui sont en soutien des personnes. Et puis il y a le secteur associatif que vous représentez. Les Frères des Pauvres sont connus pour leur engagement. On doit pouvoir travailler collectivement à un écosystème local pour accompagner nos aînés. On sait que ça va être le sujet majeur parce que il y a le mur du vieillissement. Moi, je me bats à Paris pour que la 5e branche ait les moyens nécessaires d'agir, de sorte qu'on ait des financements supplémentaires. C'est vrai pour le maintien à domicile, c'est encore plus vrai dans les EHPAD. Aujourd'hui, on a 0,6-0,7 personnes pour une personne accueillie. Les pays du Nord sont à du 1 pour 1. Si on veut à la fois une dignité pour l'accompagnement de nos aînés et si on veut aussi accompagner ces professions qui sont en manque d'attractivité, il faut qu'on avance vers cela. On défend, nous, à la collectivité européenne d'Alsace, l'idée d'un label bienveillance pour nos aînés, qui prendrait en compte, bien évidemment, la façon dont on les accompagne, mais aussi, pour les EHPAD, la qualité du repas, parce qu'il ne s'agit pas de rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. J'ai été longtemps président de maison de retraite à Schirmeck, donc je sais combien la qualité de l'accompagnement est déterminant pour la vie de nos aînés. Mais surtout ces sujets-là, nous travaillons, nous essayons de mobiliser des fonds nationaux et nous mobilisons nos fonds ici. On a augmenté nos contributions pour toujours plus accompagner nos aînés, mais on sait qu'on n'est qu'au début d'une démarche qui devra encore s'amplifier. Vous avez évoqué les travailleurs sociaux qui s'occupent aussi beaucoup de la jeunesse dans le cadre de vos actions de la CEA. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en attente de placement. Malheureusement, vous n'avez pas de place pour ces enfants. Alors, je précise que c'est le juge qui estime que dans sa famille, cet enfant n'est pas en sécurité. Il faut l'extraire de sa famille, le placer, et sauf que ça n'arrive pas faute de moyens. Alors il faut expliquer à la fois aux personnes présentes et aux téléspectateurs que la collectivité a une responsabilité sur la protection de l'enfance. Donc par exemple aujourd'hui quand il y a des informations préoccupantes qui sont données, ça génère derrière une enquête administrative menée par la protection maternelle et infantile pour vérifier que les enfants ne sont pas maltraités. Mais pour les gens qui sont là et les téléspectateurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut comprendre que des enfants dont le juge dit placez-le, vous dites c'est votre responsabilité? Oui, alors on est et après ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on a 5000 enfants qui sont placés et 5000 enfants qui sont accompagnés en Alsace. Et plusieurs centaines qui sont en attente. On est passé de 400 enfants mineurs non accompagnés étrangers à 900 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, notre grosse difficulté, c'est de trouver encore des personnes qui veulent être éducateurs. Nous avons rajouté 100 millions à la protection de l'enfance. 100 millions depuis 5 ans. On est un budget, si je rajoute le personnel, on est à un budget de 350 millions consacré à la protection de l'enfance. Un enfant placé, que vous sachiez, en général, c'est entre 50 000 et 60 000 euros par enfant que nous sont confiés, que nous consacrons. Donc, on essaye d'augmenter le nombre de places. On a augmenté chaque année, ces dernières années, le nombre de places. Mais on est aussi dans un contexte, avec la fragilisation des familles, on se retrouve de plus en plus avec d'enfants placés, et des enfants de plus en plus en difficulté, avec des problèmes de santé mentale. Et là, on a un gros déficit de personnes qui veulent encore être éducateurs, parce que ce métier est difficile. Et on manque surtout de pédopsychiatres, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de solutions santé
que nous n'avons pas. Avant de passer au chapitre suivant, je voudrais qu'on évoque une question importante rapidement. La question des déserts médicaux. Vous le savez peut-être, une fois de plus, les urgences de Guebwiller sont fermées pour un certain nombre d'heures. Souvent, c'est la nuit. Ça arrive, c'est incalculable le nombre de fois où ça arrive. Est-ce que Adrien est dans les parages internes en médecine? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de bien vouloir poser votre question et de bien vouloir la poser de manière synthétique, si c'est possible. Alors oui, moi je suis interne de médecine générale. Je vais finir l'année prochaine. Je vais m'installer dans un désert médical en Alsace-Bossu. Alors Monsieur le Président, vous le savez, la situation elle est critique en Alsace pour les déserts médicaux, notamment dans le nord-ouest et surtout le sud du département. Aujourd'hui, la compétence santé n'est pas la compétence du département, même si le département aide les jeunes internes et les médecins qui s'installent en Alsace. Ma question, c'est quelles sont les actions supplémentaires en plus de cette aide qui sont prévues par la collectivité dans les prochains temps? Frédéric Bierry. Alors dans les contributions que vous avez faites les uns et les autres, il y a notamment un certain nombre de personnes qui ont parlé de santé sans frontières. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, alors c'est pas la solution miraculeuse, mais c'est important qu'on réfléchisse à cette échelle-là. Pourquoi je parle de ça d'entrée dans mon expression? C'est parce que vous parliez de territoire du Sud, par exemple, dans le Sungo, ou aujourd'hui à Saint-Louis, nous n'arrivons plus à trouver de médecins parce qu'ils traversent tous la frontière. Les professionnels de santé traversent la frontière parce que le niveau de salaire va être beaucoup plus élevé. Et donc, la dernière fois que j'ai vu l'ancien ministre de la Santé, je lui ai dit qu'il faut penser aujourd'hui la santé à l'échelle transfrontalière, complètement dans l'esprit de ce qui a été donné. Si on ne réfléchit pas à cette échelle-là, on risque de se retrouver avec de plus en plus de déserts médicaux sur le territoire parce que c'est un problème qui est particulier à notre territoire alsacien. Je suis fier d'ailleurs que par notre action, on ait pu sauver la maternité de Wissembourg et on a pu sauver la maternité de Wissembourg parce que grâce à la venue de jeunes femmes allemandes qui alimentent du coup le nombre de femmes enceintes sur le périmètre de Wissembourg. Donc on doit aujourd'hui réfléchir à cette échelle-là. Parce que c'est l'échelle qui nous permettra d'améliorer en tout cas l'attractivité des métiers. En parallèle de ça, il y a des départements comme la Saône-et-Loire qui ont embauché des médecins parce qu'ils avaient un niveau de désert médical phénoménal sur leur département. C'est quelque chose qu'on n'exclut pas. On est en train de travailler aujourd'hui à l'offre de santé. Vous savez, on essaye de faire feu de tout bois. On n'a pas j'ai malheureusement pas de recette miracle, mais on essaie de faire tout bois comme on l'a fait au moment de la crise de la Covid. On a parfois livré à l'hôpital des masques. On a fait ici, on a transformé ce lieu en centre de vaccination. On a fait le standard téléphonique. Donc, on essaye d'être opérationnel sur un domaine de compétences qui n'est pas complètement le nôtre. Hein. On est en compétence sur le médico-social, mais pas sur le sanitaire. Alors, il y a la protection maternelle et infantile où là, on a des médecins, mais ce sujet-là nous préoccupe beaucoup. Là, on est en train de travailler un plan santé qu'on présentera au mois de mars prochain et qui prend en compte effectivement un certain nombre de remarques. On regarde aussi les contrats locaux de santé pour tenir compte aussi des territoires. Il y a des territoires où globalement ça va bien. Quand je compare notre périmètre alsacien par rapport à d'autres, on s'en sort plutôt bien. Mais quand je regarde l'évolution démographique, médicale, j'ai des craintes pour l'avenir. Et il y a déjà des territoires sinistrés. L'Alsace-Bossu, j'ai parlé aussi du Sungo, du territoire de Saint-Louis. On a comme ça quelques territoires. Les habitants alsaciens en souffrent au quotidien, que ce soit à la campagne ou en ville. On est aussi en responsabilité sur les pompiers. Les urgences, il y avait 6 heures, 7 heures d'attente sur les urgences. Mais je sais qu'il manque 200 infirmières à l'hôpital civil et on sait que bien souvent, c'est les pompiers qui dépannent sur le parking de l'hôpital civil. Vous avez évoqué les parturiantes allemandes, oui. Les Français, les Allemands, le français, l'allemand, le bilinguisme et la culture alsacienne au général. C'est au menu du deuxième chapitre de cette émission. On va commencer par une petite question. Levez la main, ceux qui parlent alsacien dans cette salle. Oh. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois, Frédéric Bierry, que tous les deux,
né en Alsace, on a le même complexe. On ne parle pas alsacien. Oui, je suis bien d'accord. C'est Ça un va, ça drame, vous frustre c'est un pas drame trop pour moi. C'est un drame pour moi. C'est une frustration au quotidien, c'est vrai quand vous allez Oui, dans- parce que moi je viens d'un territoire belge, la vallée de la Bruche, où on parlait un patois roman et pas Vous l'alsacien. ne parlez pas belge, si? Je comprends un petit peu, mais je suis pas beaucoup plus doué. Mais surtout que ça se parlait plus trop. Mais malheureusement, mes parents ne me l'ont pas transmis. Et ce qui m'est arrivé, je ne voudrais pas que ça arrive aux jeunes Alsaciens. C'est pour cette raison que c'est un sujet qu'on essaye de travailler. Encore hier, avant-hier, nous étions avec le recteur. Et ce matin, j'étais en Suisse et nous discutions avec les collègues suisses et allemands pour développer des actions communes sur ce sujet. Je le disais en début d'émission, parole aux Alsaciens. Je crois qu'il y a pas mal de questions sur ce sujet. Je plisse les yeux pour essayer de trouver Noélie, qui devrait pouvoir m'aider. Ça se passe là-bas. Et qui est avec Bernard Quentz, c'est ça? Où êtes-vous, Bernard Quentz? Je suis là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Qui êtes-vous, Bernard Quentz? Ah ben, on a une demi-heure? Non. Vous avez une demi-seconde. Non, je préside l'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace depuis peu. Et on s'est donné une Quelle est votre question pour Frédéric une Biret? nouvelle mission, donc la question, je vais la poser, mais on s'est donné une nouvelle mission, c'est quel avenir pour l'Alsace, mais être Alsacien demain, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça a comme sens? Et on travaille un peu sur le fil entre ringardise et modernité au niveau des arts et traditions populaires. On travaille aussi sur le fil d'un point de vue politique, parce qu'on ne veut pas être récupéré par les extrêmes. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout notre patrimoine immatériel? Je sais qu'on s'occupe très bien des maisons alsaciennes, c'est parfait. On s'occupe aussi récemment du bilinguisme, mais il y a toutes nos icônes, il y a toutes nos traditions, qu'elles vont de la gastronomie au folklore et de la musique et tout ce qu'on peut y intégrer. Et notre idée, Frédéric, j'aimerais qu'on puisse travailler main dans la main sur cette affaire, c'est qu'on a un ensemble de 300 ou 400 bretzelisés qui sont des personnalités remarquables et qui peuvent aider les jeunes et qui veulent transmettre à ces jeunes la manière dont ils vont utiliser les icônes de l'Alsace demain. Pour compléter votre témoignage, Bernard Quentz, je voudrais qu'on entende Claude Fröhlicher. Vous le connaissez, Frédéric Biret. Claude Fröhlicher, c'est le président de l'association Eltern Alsace. Écoutez ce qu'il dit au sujet de notre rapport à l'allemand et évidemment aussi à l'alsacien. L'alsacien et l'allemand standard, ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est notre langue, l'allemand, c'est nos racines. On a parfois du mal à le dire, mais c'est la réalité. Et l'alsacien, c'est de l'allemand. La CEA doit mettre tout son poids politique dans la balance pour essayer de faire avancer dans cette direction. Parce que si on ne généralise pas l'enseignement de la langue régionale, dans une génération, on sera comme tous les autres. On baragouinera l'anglais, on parlera le français, et l'allemand et la langue régionale, l'alsacien, auront complètement disparu. Frédéric Biret, la CEA doit mettre tout son poids dans ce dossier. Alors bien évidemment, on en a fait une priorité et au moment de la création de la collectivité européenne d'Alsace, nous avons voulu que le bilinguisme rentre dans le giron de notre action. Vous voulez bien qu'on commence, comme on dit, par une note de bas de page. Qu'est-ce que vous entendez par bilinguisme? Allemand standard, dialecte, ça veut dire quoi bilinguisme? Je vais prendre un exemple. Je trouve qu'une démarche qui a du sens, on a ouvert cette année 4 classes immersives. Pour moi, c'est ce qui a du sens. 4 classes immersives, mais quel combat avec l'éducation nationale pour y arriver. C'est pas facile, hein? Et là, on commence avec l'alsacien, c'est la langue du cœur, les maternelles, la petite enfance, c'est l'alsacien. Et ensuite, au fur et à mesure de la scolarité, on passe à l'allemand plus classique. Et je pense que c'est une formule, à mes yeux, qui apparaît, même si c'est pas, il y a sans doute d'autres formules, mais c'est une formule en tout cas qui m'apparaît intéressante, qu'il faut absolument développer. Je suis tout à fait d'accord avec M. Fröhlicher. Il y a vraiment un combat majeur à faire. Je vois Philippe Meyer dans la salle. Encore hier, on a travaillé le sujet. On se fâche régulièrement avec l'éducation nationale parce qu'on trouve que ça ne va pas assez loin. Mais on ne peut pas rester
que sur ce champ de l'éducation nationale. C'est 18% d'un temps d'un enfant. Il y a aussi l'enjeu d'éducation populaire. C'est pour ça que là, on a mis des ambassadeurs dans tous les territoires et on finance des mercredis de l'alsacien avec les jeunes générations. On a la chance d'avoir beaucoup de théâtres alsaciens et je veux vraiment qu'on puisse s'investir encore plus fortement avec eux. On va créer l'office. On est en train de créer l'office public des langues avec l'enjeu d'avoir un parlement de l'alsacien. Donc on veut justement mobiliser, par rapport à ce que demandait Bernard, on veut mobiliser un maximum de personnes pour s'impliquer parce qu'il y a un vrai mouvement à créer. Ce matin, c'est quoi l'enjeu ? Ce matin, j'étais avec la présidente du Conseil rhénan. Elle dit, est-ce qu'on doit maintenant parler en anglais quand on est ensemble ? J'ai réagi vivement par rapport à son expression. Bien sûr que non. Et il y a un enjeu de communauté de destin rhénane aussi. Et à ce titre-là, il faut qu'on se batte au maximum. Donc nous, on lâchera rien sur le dossier. On va continuer à se battre, à progresser. Aujourd'hui, dans 50% des collèges, il y a dans l'enseignement bilingue, mais il n'y a que 9% des enfants aujourd'hui collégiens qui en bénéficient. Il faut aussi que les parents, on a besoin des parents parce qu'il faut qu'ils nous soutiennent pour l'allemand, pour que leurs enfants pratiquent l'allemand. On navigue entre ringardise et modernité. L'enjeu, c'est quoi ? Est-ce que c'est une question de nostalgie ? Évidemment. Ça rend tout le monde un peu nostalgique, voire triste, de se dire, bah voilà, la langue que me parlait ma grand-mère dans sa cuisine est en train de disparaître, ou il y a autre chose ? Mais il y a à la fois, c'est notre histoire, il faut qu'on soit fidèle et respectueux de notre histoire, c'est une richesse. Et en termes de potentiel de développement pour le territoire alsacien dans son espace rhénan, c'est un vrai plus. Donc là, c'est plus maîtriser l'allemand que l'alsacien, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais je rappelle aujourd'hui qu'avec le départ des Anglais sur l'Union européenne, c'est la langue la plus pratiquée, l'allemand. Et aujourd'hui, on voit bien, en matière de dynamique économique, un jeune qui parle l'allemand, c'est un vrai plus aussi pour son insertion sur le territoire. Et c'est aussi une façon d'attirer les entreprises vers l'Alsace. C'est un sujet qui touche beaucoup de monde ici en Alsace. Est-ce que dans cette salle, il y a des questions sur ce sujet ? Est-ce que les doigts se lèvent ? On me dit peut-être que c'est tout au fond là-bas. Camélia. Tout au fond là-bas. Dans mon oreillette, on me dit Camélia. Camélia, bonjour. Qui êtes-vous, Camélia ? Je suis lycéenne actuellement à Strasbourg et animatrice volontaire. Où ça ? À la FDMJC à la Bazerne. Quelle est votre question ? Et quel est votre peut-être commentaire sur ces questions-là ? Oui, justement, ma question, c'est comment comptez-vous favoriser la cohésion entre les associations et les établissements afin de favoriser justement les pratiques culturelles, artistiques et de nombreuses pratiques. Frédéric Biry. Alors j'ai vu que dans la salle, j'ai vu tout à l'heure le président et le directeur de la fédération MJC que je salue. Il y a bien évidemment cet enjeu que ce soit porté aussi par les fédérations de l'éducation populaire. Si elles sont, vous qui êtes en lien au quotidien avec les jeunes générations, vous avez un rôle majeur à jouer. Donc nous, on a une ambition, c'est de pouvoir accompagner à la fois votre connaissance du patrimoine culturel alsacien pour que vous puissiez le transmettre, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, l'éducation nationale joue un rôle et nous accompagnons l'éducation nationale dans beaucoup d'actions éducatives. Mais si on ne peut pas aussi se saisir de l'éducation populaire, on n'y arrivera pas. Donc notre ambition, c'est d'être avec vous sur ces sujets. Je vois par exemple, on a travaillé sur un autre sujet avec la FDMJC récemment sur un outil qui s'appelle Démo Pratique, démocratie pratique, pour expliquer la démocratie aux jeunes générations. C'est la fédération de la MJC qui a pensé l'outil. Moi, j'ai voulu qu'il y ait un outil parce que quand j'avais rencontré, au moment des 80 jours, à la rencontre des habitants, j'avais rencontré les jeunes m'avaient dit on ne comprend pas comment fonctionne la démocratie, on ne sait pas qui fait quoi, qui est compétent pourquoi, et c'est pour ça qu'on ne va pas voter. Et je donc, vois qu'une main se lève au premier rang. Pardon, Frédéric Biry, je vous ai interrompu. J'ai vu cette main se lever. Alors peut-être qu'on peut m'attraper un micro quelque part, à droite, à gauche, devant, derrière. Il arrive, ce micro. Alors, bonsoir. Vous pouvez vous lever si vous voulez bien. Alors moi, c'est Loïc Di Giovanni et je suis membre du CODEV, mais aussi de la MJC de Bar-en-Bas. CODEV, ça veut dire Conseil de développement d'Alsace.
Votre question pour Frédéric Bierry. Voilà, c'était tout simplement pour dire que le jeu que vous venez de dire, nous l'avons testé à la MJC de Bar-en-Bas. À mon plus grand regret, j'étais conseiller municipal alors qu'il y avait des cartes comme président de la République. Mais bon, donc on nous a fait un jeu sur la démocratie. C'est ça. Et donc du coup, on a appris au Conseil des jeunes de la MJC de Bar-en-Bas comment fonctionnait notre République avec des députés européens, tout ça. Moi qui suis attachés à nos valeurs de la République, nous avons pu transmettre aussi nos valeurs à nos jeunes qui étaient bien contents et maintenant qui forment d'autres élèves et d'autres, ils ont pris des postes comme délégués de classe et donc du coup ils peuvent apporter... Merci pour votre témoignage. Quand on aime la République et quand on connaît bien les institutions, on sait que les départements et la collectivité européenne d'Alsace, c'est les collèges, les lycées, c'est les régions. Avez-vous envie de gérer les lycées alsaciens? Avez-vous envie de chipper cette compétence à la région Grand Est? Aujourd'hui, il y a un enjeu global pour la collectivité européenne d'Alsace de devenir une collectivité unique à statut particulier qui reprendrait les compétences départements et régions. On rentrera dans les détails après. Simplement, l'intérêt sur les lycées. Pourquoi ce serait plus intéressant pour les lycéens et pour les équipes un exemple tout simple. On est en train de développer dans les collèges des sections métiers d'excellence études, c'est-à-dire de permettre à des jeunes collégiens de découvrir des métiers. Aujourd'hui, c'est très important pour l'orientation future des jeunes parce qu'on se rend compte qu'en général, ils connaissent 4 ou 5 métiers et que c'est important d'ouvrir le panel des métiers possibles et notamment en lien avec les acteurs économiques du territoire. Mais on fait cette action au collège et puis après, ils passent au lycée et cette action n'est pas poursuivie. En matière de gestion en général aussi. La région pourrait vous dire, nous on mène tel projet qui est super génial, pourquoi il faudrait l'arrêter en refilant nos lycées à la CEA? Je pense aujourd'hui que ce serait surtout déjà aussi beaucoup plus clair pour nos concitoyens, qui ne savent plus qui gère quoi entre les collectivités départementales ou régionales. C'est un vrai problème aussi pour la démocratie. Quand on ne comprend pas comment ça fonctionne, ça ne donne pas forcément envie d'aller voter et de s'intéresser à ce qui se passe. C'est la suite de cette émission exceptionnelle en direct sur BFM Alsace. Quel avenir pour l'Alsace? Vos idées pour demain? N'hésitez pas, comme l'ont fait certains d'entre vous, à lever la main pour intervenir. On va maintenant évoquer d'autres thèmes dans cette émission. On va évoquer les questions environnementales, je le disais, la question économique et du tourisme. La saturation peut-être de l'Alsace en matière de tourisme, et puis on terminera par la question institutionnelle. D'abord, je le disais, les micros de BFM Alsace se promènent, c'est leur job partout en Alsace et ils le font tous les jours. Quelques propos d'Alsaciens recueillis par nos équipes. Écoutez. Vous avez entendu parler de cette consultation sur l'avenir de l'Alsace ? Non, alors absolument pas, non. Est-ce que vous connaissez la collectivité européenne d'Alsace ? Pas vraiment, pas plus que ça. Si je vous dis Frédéric Bierry. Ça me parle pas. L'Alsace de demain, ce serait quoi pour vous? Moi, l'Alsace, je la vois plus dans un espace très très élargi avec la Moselle, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse. Donc je vois plus l'Alsace dans un environnement rhénan beaucoup plus vaste. Comme c'est pour le moment une Alsace qui parle déjà plus beaucoup alsacien. Moi je le vois comme ça, des jeunes qui parlent plus du tout le dialecte, une Alsace qui se modernise énormément. Elle est trop moderne, l'Alsace ? Elle perd un peu de ses valeurs. Alors, Frédéric Bierry, les valeurs de l'Alsace, c'est à sa culture, etc. On a déjà brièvement évoqué le sujet tout à l'heure, mais je dois dire à nos téléspectateurs que dans la salle, il y a eu un éclat de rire quand il a été question de l'Alsace à l'échelle de la Moselle, la Suisse, du Luxembourg, dans sa dimension rhénane. Ça vous parle ? Alors bien évidemment, la dimension rhénane, je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir de l'Alsace, bien évidemment, parce que c'est à cette échelle-là que finalement la vie s'organise sur notre territoire. Ce sera toujours plus facile de traverser le Rhin que de traverser les Vosges. Il y a une appétence naturelle pour les Alsaciens de traverser aujourd'hui cette contrée à cette échelle-là. On a une université aujourd'hui trinationale, ECOR, qui a un véritable potentiel de développement énorme pour notre territoire. Moi, je pense qu'un jour, ECOR... Est-ce que le Rhin supérieur, comme on dit, c'est pas beaucoup un potentiel ?
on le dit beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie concrète des gens? C'est beaucoup aller faire les courses de l'autre côté du Rhin parce que c'est moins cher. Il y a quelques aspects très spécifiques, mais qui vraiment se sent rhénan? Alors il y avait une enquête de la conférence du Rhin supérieur il y a 2-3 ans pour voir si les jeunes se sentaient rhénans. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que les jeunes Alsaciens se sentaient majoritairement rhénans. Mais c'est bien évidemment quelque chose encore à construire parce que nous, les générations un peu plus âgées, on a l'humanisme rhénan au cœur, mais ça ne parle pas forcément aux jeunes générations. Moi, je crois aujourd'hui il y a un potentiel énorme. Je parle souvent de la Life Valley, la vallée de la vie, la vallée du vivant. Je crois qu'on a beaucoup de choses qui nous réunissent sur ce périmètre-là. On a beaucoup de dynamiques à construire à cette échelle-là, notamment autour des enjeux de la santé et de l'économie de la santé, parce qu'on a énormément d'entreprises sur ce périmètre. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a un vrai potentiel sur le périmètre rhénan pour tirer par le haut le développement de notre territoire. Et aujourd'hui, l'Europe, à un moment où elle est très critiquée, l'Europe, elle doit se construire à partir de territoires frontaliers. Et nous, c'est une vraie richesse, un vrai potentiel. Frédéric Bierry, évoquons à présent une question importante. On en parle évidemment beaucoup en ce moment dans l'actualité, la question agricole et la question de l'environnement. Que peut faire la collectivité européenne d'Alsace en la matière? Voici un nouveau chapitre qui s'ouvre. Je vais redescendre les marches de l'estrade et retourner au milieu du public parce que vous êtes au cœur de cette émission. Sur ces questions-là environnementales, on m'a parlé, dans mon oreillette encore une fois, d'un Jean-Marc. Où se trouve-t-il? Il est là-bas. Jean-Marc Bierry, c'est ça? Oui. Bonsoir. Rien à voir avec moi. Bierry, pas Bierry. On n'est pas parents, mais on se connaît bien. Et je suis orinois, moi, je ne suis pas belge. Quelle est votre fonction, peut-être déjà, et puis votre question? Je suis ici en tant que président de l'ASMA, l'association de sauvegarde de la maison alsacienne. Et puis je voulais peut-être témoigner Monsieur Kunz tout à l'heure disait qu'on s'occupait beaucoup des maisons alsaciennes. L'ASMA s'occupe surtout d'essayer d'enrayer les démolitions à tout va. On s'accorde un peu à dire qu'il y en a à peu près 300 par an. Et essayer d'enrayer ces démolitions, pour moi, ça met en avant deux enjeux. Un enjeu de méconnaissance justement du bâti ancien, du patrimoine régional auprès des jeunes. On parlait des lycées tout à l'heure et autres. Et c'est vrai que peut-être avec la disparition de la langue, il y a aussi une disparition des connaissances culturelles liées à l'architecture, ce qu'on appelle dans notre jargon vernaculaire, c'est-à-dire traditionnelle en fait, tout simplement. Et ces jeunes, cette méconnaissance auprès des jeunes, c'est quand même aussi une méconnaissance des jeunes qui deviennent après coup propriétaires et voire commanditaires de travaux d'éco-rénovation. Et là, je pense que je peux que me féliciter de dispositif qui a été mis en place par la CEA récemment. D'après vous, maison alsacienne peut rimer avec exemplaire d'un point de vue énergétique? Là, vous évoquez une question qui mérite beaucoup de développement, mais justement, je voulais dire que ça fait partie du deuxième enjeu que je voulais souligner. Aujourd'hui, pour enrayer la démolition des maisons alsaciennes, il y a aussi à s'attacher à questionner l'évolution de la réglementation thermique, avec notamment les fameux DPE, excusez-moi, un acronyme qui veut dire donc diagnostic de performance énergétique, qui classe systématiquement les maisons alsaciennes au bas de l'échelle et qui font peur énormément aux propriétaires, parce qu'aller expliquer à un propriétaire que la maison alsacienne est écologique par nature, alors je n'ai pas assez de temps pour le développer, mais on peut vous le certifier, sauf que ces DPE, ces moteurs de recherche de calcul sont absolument pas adaptés aux caractéristiques du bâti ancien. Et c'est ce qui fait que on court après, ça suscite des réactions auprès des propriétaires. Très souvent de la démolition, on voit de plus en plus d'annonces dans les cœurs de villages de terrains surbâtis, mais dans lequel l'annonce fait état d'une démolition préalable pour pouvoir construire sa maison individuelle en cœur de village, qui bien sûr est un enjeu d'image de marque pour la région et d'attractivité. On est en train l'image de marque de la région et aussi le portefeuille et le quotidien de ces nombreux Alsaciens qui vivent dans de belles maisons alsaciennes et qui paniquent quand ils voient arriver ce fameux DPE. Frédéric Bierry. Alors, comme disait M. Bierry, on est là dans un moment vraiment grave.
entre 200 et 300 maisons alsaciennes qui disparaissent par an. À ce rythme-là, à la fin du siècle, il n'y aura plus de maisons alsaciennes. Et moi, je vois, et je suis parfois désespéré de voir ces cubes se développer dans les lotissements. Alors peut-être qu'à l'intérieur, c'est très agréable, mais par rapport au paysage alsacien, je pense que ça n'a rien à faire sur notre territoire. Quand je vais en Grèce, j'adore les maisons en cube, mais chez nous, il y a un profil particulier qui fait l'attractivité de l'Alsace. Si les villages alsaciens sont souvent primés comme les villages préférés des Français, c'est en partie grâce à ce patrimoine bâti exceptionnel. Et c'est pour cette raison... Sauf que les habitants dépensent souvent des fortunes pour les chauffer. C'est justement pour cette raison aussi, pour soutenir des travaux réalisés par les personnes propriétaires de ces maisons, pour qu'ils conservent ces maisons et que ces maisons ne soient pas démolies, que nous avons mené à bien toute une démarche d'accompagnement des communes, mais aussi des particuliers qui veulent investir dans la maison alsacienne. Comment ? On a besoin, c'est à la fois des subventions, on demande aussi aux communes, dans leurs plans locaux d'urbanisme, de définir les maisons à préserver, de sorte à éviter les déconstructions d'un certain nombre de ces maisons. Donc, vous ne pouvez pas contraindre les communes. Hein. On ne peut pas contraindre, mais en tout cas, on peut être encouragé. On est dans une démarche d'encouragement plutôt que de contrainte, mais en même temps de sensibilisation, parce que c'est l'image de notre territoire qui est en jeu. Alors, bien évidemment, on est confronté en plus avec ces enjeux de rénovation énergétique, et au regard du coût de l'énergie, cette dame tout à l'heure qui disait c'est difficile de faire face à la vie quotidienne quand on a peu de moyens, on a besoin de renforcer aussi la rénovation énergétique. Donc du coup, aujourd'hui, on a aussi une politique de l'habitat, on est délégataire des aides à la pierre pour justement aider les propriétaires occupants modestes ou les propriétaires bailleurs qui louent un bien à condition de garder un prix de loyer qui reste adapté. On développe ces politiques-là plus fortement. Il y a un vrai enjeu. Alors, en plus, on se retrouve dans un contexte de contraintes multiples qu'il va falloir relever. Là, on travaille aussi sur la politique d'habitat. On a une politique d'habitat déjà fortement développée, mais on souhaite encore l'étoffer parce qu'on sent que ça va être un vrai sujet pour nos concitoyens. Sur ces maisons alsaciennes, est-ce que dans la salle, des personnes peut-être se sentent concernées? Maisons alsaciennes, difficiles à chauffer, difficiles à rénover. Comment isoler une maison en bois? Peut-être, avant d'interroger quelqu'un, on voit bien qu'il faut... Pendant ce temps, préparez-vous à lever le doigt, ceux qui le souhaitent. Hein on doit aussi travailler sur la maison alsacienne du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on doit s'appuyer, le bâti neuf, on doit s'appuyer sur cette histoire pour garder ce qui a fait la qualité des maisons alsaciennes. Et bien évidemment, on doit travailler sur la rénovation énergétique où il y a des véritables enjeux. Alors, est-ce que des doigts se lèvent sur cette question? Madame, je vous voyais réagir presque, j'allais dire, bougonner. Vous voulez bien qu'on vous passe un micro? Vous disiez, mais j'ai l'impression que vous croyez que j'ai dit n'importe quoi. Alors, si j'ai dit n'importe quoi, il faut me le dire dans le micro. Je vous passe les micros. Est-ce que vous voulez bien vous lever? C'est juste pour les caméras, sinon c'est un petit peu contraignant. Merci beaucoup. Je vais me mettre là. Votre prénom, c'est s'il vous plaît? Laurence. Et je suis conseillère d'Alsace du canton d'Erstein. Alors, j'ai inauguré hier soir à l'Etappenstall à Erstein une exposition organisée avec la ville d'Erstein et le CAUE, donc le centre d'urbanisme alsacien, justement pour montrer qu'en milieu rural, semi-rural, eh bien on peut transformer la maison alsacienne avec ses qualités de chauffage. Ce qui m'a fait bougonner, c'est quand vous dites on dépense beaucoup d'argent pour chauffer une maison alsacienne. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont des maisons alsaciennes ici et qu'ils ne dépensent pas plus d'argent qu'une maison des années 70. Mais vous confirmez cette histoire du DPE qui n'est pas bon? Alors le DPE, justement, ça me fait plaisir parce que j'ai fait une intervention cette semaine sur le DPE. Le DPE, c'est un modulateur les gens ne se déplacent pas. Hein. Le DPE, c'est un algorithme qui va prendre des chiffres et qui va vous dire telle surface, tel matériau et votre maison, elle est mal isolée. Or, il est là le problème. Et on est bien en Alsace pour ça parce que là, j'ai étudié cette affaire cette semaine. Je connais quelqu'un, strasbourgeois, qui a un appartement dans le quartier germanique. Donc, que ce soit la maison alsacienne ou une maison ou un appartement dans le quartier germanique, c'est quand même bien isolé. Et qui a aussi un logement à Kehl. En France, c'est un algorithme. Personne ne se déplace pour aller voir et on vous dit l'année prochaine, vous ne pouvez plus louer votre appartement parce qu'il est classé G+. Hein, et vous avez un appartement à Kehl, en Allemagne, donc on est dans le bassin rhénan,
qui lui, il y a quelqu'un qui se déplace, un diagnostiqueur qui n'a pas été formé en 6 mois, qui a des connaissances, un expert, et qui va faire visiter et qui va dire, eh bien écoutez, on a fait un rapport coût-rentabilité, il n'y a pas d'intérêt à restaurer de cette façon ce bâtiment. Donc nous sommes dans la vallée rhénane. L'avenir de l'Alsace, c'est de regarder de temps en temps, par exemple sur cette DPE, vers l'autre côté du Rhin et d'apprendre et de faire la même chose, parce que le climat c'est le même, c'est pas le climat parisien, c'est pas le climat marseillais, c'est le climat de la vallée du Rhin, et si seulement on pouvait s'inspirer de telle façon d'aborder la DPE. Il faut porter le message à la capitale. Hein. Voilà. J'invite Madame la sénatrice Laurence à remonter ça à Paris. Voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que j'imagine que, évidemment, on a nos maisons alsaciennes qu'on aime, mais des problématiques voisines doivent exister dans d'autres régions. L'environnement, il y a ces questions-là de diagnostic environnemental. Justement, il y a tout un tas de dossiers dans lesquels la collectivité européenne d'Alsace est engagée. On a beaucoup parlé, notamment sur notre antenne, du contournement de Châtenois. Un compromis a été trouvé avec les associations écologistes. Les travaux vont pouvoir reprendre. En échange de compensation environnementale plus forte. Il y a aussi un projet polémique localement de Trail Center dans le secteur de Wangenbourg, une piste de VTT avec de l'artificialisation et des bâtiments dans un secteur, on va dire, très boisé. Et puis il y a ce projet de stade de biathlon au Champ du Feu qui ne ravit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des associations locales, des habitants dans le coin. Je vous propose d'écouter Pascal Lacombe qui répond au micro de BFM Alsace. C'est le porte-parole du collectif Le Chaudron des Alternatives. Alors si je dois caractériser le projet, je dirais qu'il est dispendieux, il est inopportun et aberrant, oui, on peut dire ça comme ça. La situation la plus aberrante, elle tient au fait que le biathlon est une discipline excessivement confidentielle. Il y a en 2023 28 licenciés de biathlon dans le Bas-Rhin. On a été confronté effectivement à peu d'écoute de la part des collectivités, de leurs représentants, que ce soit les services qui sont en charge de traiter les dossiers, ou les élus qu'on sollicite de nombreuses fois et très fréquemment pour les rencontrer entre autres et pouvoir échanger avec eux. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous. On est quasiment condamnés à leur envoyer des courriers et attendre qu'ils veulent bien répondre, ce qu'ils ne font quasiment jamais. Vous répondez pas, Frédéric Bierry? Ah si, alors je vais bien répondre sur ce dossier-là avec beaucoup de plaisir. C'est maintenant la réponse. D'abord, pour dire qu'on est une collectivité éco-responsable, et on a d'ailleurs été primé il y a très peu de temps pour notre stratégie en 30 objectifs pour 2030 en matière d'enjeux écologiques et climatiques et énergétiques. Ça c'est pour le cadre. 27 personnes qui font du biathlon dans le Bas-Rhin. Maintenant, je vais revenir sur l'expression. Je ne peux pas laisser dire ce qu'a dit ce monsieur. D'abord parce que nous avons fait une démarche de consultation. C'est Monique Houlnay, conseillère d'Alsace, qui a mené ça avec beaucoup de rencontres sur site, ici à Strasbourg, sur la présentation de ce projet. Donc, très largement, les gens ont été invités à s'exprimer. Donc, il y a eu une première présentation dans un projet qui a été construit par le territoire. C'est le territoire qui a construit le projet. Nous, on se propose d'accompagner la dynamique voulue par le territoire. Comité départemental de ski qui travaille sur ce projet depuis plusieurs années. Les maires, la commune, les maires des communes concernées, les acteurs du Champ du Feu, tous ceux qui aujourd'hui vivent le Champ du Feu, ce sont eux qui ont proposé ce projet. Et ce projet, il a deux dimensions. Il a d'abord une dimension environnementale très forte, parce que c'est un projet qui amène à préserver tous les sites aujourd'hui qui étaient impactés par le ski et qui sont des sites d'intérêt naturel majeur. Réserve biologique domaniale, la Tourbière, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, Natura 2000. Donc on a tenu compte de tous ces éléments-là pour justement interdire les pratiques qui pouvaient nuire à l'environnement. Donc pour moi, le projet est d'abord qu'on va enlever d'un endroit, c'est ça, pour les mettre ailleurs, dans une forêt qui pour l'instant était plutôt naturelle. Justement, aujourd'hui, ce projet voulu par le comité de ski de stade de biathlon, aujourd'hui on ne se pose pas la question d'un terrain de foot en ville à Strasbourg, si on doit le faire, on ne doit pas le faire. Là, c'est la taille d'un terrain de foot, donc c'est un projet sportif par le comité de ski sur un site aujourd'hui
où il y a déjà la pratique du ski de fond. Donc c'est un site qui se permettra d'adapter au ski de fond. Et pourquoi ce site-là? D'abord, il est sur un site qui n'a pas d'intérêt environnemental majeur, contrairement aux autres qu'on libère. C'est-à-dire pas d'intérêt environnemental majeur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas classé. Il n'est pas classé comme un site naturel à enjeu. Donc du coup, on a enlevé toutes les pratiques aux endroits où il y avait enjeu. Donc pour mieux protéger l'environnement. Et aujourd'hui, ce projet, pourquoi il se fera là, au site des Myrtilles, pour ceux qui connaissent, ce projet, il se fait là uniquement parce que c'est un secteur qui est très humide, qui est classé au nord, où la probabilité de garder un enneigement le plus long possible est la plus forte. Et là, on était justement, sur un c'est projet, la deuxième question. Il y a de moins en moins de neige dans le massif. Faire un stade de biathlon aujourd'hui, est-ce que ça a du sens? C'est justement un projet 4 saisons. Et donc, qui permettait la pratique aussi du biathlon toute l'année. Donc, mais du biathlon projet, sur du ski sur roulette, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ce projet, aujourd'hui, il est travaillé. Il y a eu un certain nombre de remarques qui ont été formulées pendant la présentation, qu'on va prendre en considération pour faire encore évoluer le projet. Et il sera ensuite soumis à enquête publique. Donc, imaginez, donc il y avait déjà un travail en amont de présentation, d'explication, etc., où il y a beaucoup de gens qui se sont rendus. Eux n'étaient pas là, peut-être n'avaient-ils pas eu l'information, mais en tout cas, il y avait des gens qui étaient pour, qui étaient contre le projet, qui sont venus au Champ du Feu, qui sont venus ici l'exprimer, et ils auront encore le temps de l'enquête publique pour s'exprimer. Donc je trouve que c'est un peu malvenu la façon dont c'est présenté. La réponse de Frédéric Bierry au chaudron des alternatives. Voilà pour ce chapitre. On va évoquer une question qui nous a tous, je pense, touchés, sauf qu'il y a une petite question. Allez, on va s'accorder. Vous savez qu'on a un timing à respecter, mais vous levez la main spontanément, j'ai envie de vous tendre le micro. Est-ce qu'on a un micro dans les parages pour ce monsieur qui est juste à côté de moi? Le micro, je vois que le micro est en train de courir au fond de la salle. Je vais me rapprocher. Voilà, tiens, merci. Je vous passe le micro. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît, et poser une question courte qui appellera une réponse courte, si vous voulez bien. Bonjour, moi je suis Julien Gris. J'étais venu l'été dernier aux ateliers de contribution citoyenne à Mutzig. Et, quelle est votre question? Ma question porte justement sur les enquêtes publiques. Ces dernières années, je me suis pas mal intéressé. J'ai contribué à différentes enquêtes publiques, que ce soit pour le GCO ou le projet de téléphérique au niveau du Mont-Saint-Odile. Du Mont-Saint-Odile, ouais. Projet qui ne verra pas. Et suite à ces enquêtes publiques où j'ai participé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était assez biaisé. La commissaire enquêtrice ou le commissaire enquêteur qui récolte les données, en fait, elle n'a pas forcément de compétences dans le domaine, que ce soit dans l'écologie ou le projet concerné. Elle a peut-être des compétences relationnelles, mais ça se limite à ça, je pense. Est-ce que vous voulez dire biaisé ou orienté? Non, pas orienté, mais c'est-à-dire que donc déjà, elle n'est pas experte dans le domaine, donc c'est un peu dérangeant, je trouve. Mm-hmm. Et Frédéric Bierry, est-ce que vous avez ça? Je n'ai pas tout à fait terminé. Oui, je vous en prie. Ensuite, cette commissaire enquêtrice, ensuite, elle donne un avis favorable ou non favorable. Et donc après, que cet avis soit favorable ou non favorable, si par exemple le préfet a décidé que le projet se ferait, il n'est pas obligé de tenir compte de cet avis. Bref, je résume, pardonnez-moi. Oui, les enquêtes publiques ne servent peut-être pas à grand-chose. Vous avez ça en tête? C'est quelque chose qui vous... Alors, je n'aurais pas forcément la même analyse que monsieur, parce qu'on a beaucoup d'enquêtes publiques. Pour vous, ça vous met des bâtons dans les roues plutôt? Non, moi je considère aujourd'hui, et là je partage l'avis de monsieur, je crois qu'on a besoin de liens démocratiques avec nos concitoyens. Moi, vous voyez, par exemple, sur le contournement de Châtenois, moi je respecte bien évidemment ceux qui étaient contre le contournement de Châtenois, qui l'ont exprimé fortement. Devant les tribunaux. Et qu'après, il y ait une volonté de s'appuyer sur les tribunaux pour obtenir que ce projet ne se fasse pas. Moi, je respecte cette volonté-là, et il faut qu'on respecte la démocratie. Ce que je n'ai pas accepté facilement, c'est que le tribunal mette plusieurs années à trancher, et qu'au moment où le projet arrive quasiment à son terme, on décide de l'arrêter.
forcément, c'est pas compréhensible pour nous et pour nos concitoyens. En revanche, je peux vous dire que les enquêtes publiques, elles sont de plus en plus fournies, de plus en plus poussées et de plus en plus travaillées. Je vois par exemple récemment, on travaillait sur le projet d'amélioration à Roto de la traversée. Bien, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi de simplification. Et bien, cette loi, elle parle de simplification, mais concrètement, elle génère des enquêtes supplémentaires et un travail supplémentaire, notamment sur les enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que nos services, il y a quelques années, vous aviez sans doute raison, il y a quelques années, on ne poussait pas assez les études. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on met beaucoup de moyens pour pousser les études le plus loin possible. Et il y a des projets qui finalement ne voient pas le jour dans certains cas. Je le disais, nouveau chapitre dans cette émission en direct sur BFM Alsace. Question, on l'a tous vécu ces dernières semaines pendant la période de Noël. Question économique et la question du tourisme en particulier. Par un témoignage qui était à l'antenne de BFM Alsace il y a quelques semaines seulement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est peut-être, rappelez-vous, Kaisersberg, Ribeauvillé, Rigvire, Strasbourg, Colmar, pendant le marché de Noël. Et on est pendant la période du marché de Noël, on essaye de rentrer chez soi. Mais la question aujourd'hui, et j'aimerais juste la poser là parce que c'est une question de fond, c'est l'habitabilité des centres-villes. Indépendamment même du marché de Noël. Le marché de Noël renforce évidemment ça, mais c'est pareil. Qu'est-ce que c'est habiter le centre de Ribeauvillé alors qu'il y a le Pfiffertal? C'est la même question. Habiter le centre de Rigvire, habiter le centre de Colmar, habiter le centre de Strasbourg. Est-ce que les centres, dans une logique de patrimonialisation qui est une logique très occidentale, j'ai à le dire, eh bien finalement ça fait des centres des musées. Et on a l'exemple le plus magnifique, c'est Venise. Frédéric Bierry, vous êtes... Le tourisme, ça fait partie de vos compétences. Faire de Strasbourg, de Colmar, Venise. Alors c'est un vrai sujet qu'on n'avait pas forcément vu venir de manière aussi forte. Et c'est vrai que cette année, on a pu le constater. Et je dois vous avouer que sans doute nous y avons aussi un peu contribué, la collectivité européenne d'Alsace, à cette attractivité renforcée. Vous avez fait trop de pub? On a accueilli le Michelin. Plusieurs dizaines de millions de vues dans le monde sur la gastronomie alsacienne. On a accueilli le congrès des départements. Tous les élus qui sont venus à cette période-là, quand ils sont repartis, ils ont dit on va tous venir en vacances en Alsace. Donc après on a eu le Goemio. Donc on a une qualité de vie, une qualité aussi d'attractivité. On a un patrimoine fabuleux dans notre territoire. Et du coup, l'Alsace est de plus en plus prisée. On y a contribué parce que le développement touristique, c'est quelque chose auquel on est attaché. Pourquoi? Je rappelle aussi que sans développement économique, il n'y a pas de production de richesse. S'il n'y a pas de production de richesse, on n'aura plus les moyens de payer les services publics attendus par nos concitoyens. Est-ce que le développement de l'hôtellerie-restauration, c'est le développement économique? Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Alors, est-ce qu'on sacrifie pas le reste? Alors justement, par contre, on doit tenir compte de cette réalité. Il y a aussi des entrepreneurs qui pouvaient plus accéder à leurs locaux, qui étaient confrontés à des difficultés à cause de la surfréquentation. Le maire de Colmar, et je comprends aussi tout à fait l'expression, monsieur, sur les problématiques du coup dans les villes très touristiques en matière de logement. Donc on ne peut pas laisser la situation comme ça se dégrader. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires en Alsace qui sont magnifiques et qui sont peu connus. Donc notre enjeu, je crois, c'est de travailler pour faire en sorte que les touristes, les nombreux touristes qui viennent sur notre territoire, eh bien, ils s'équilibrent plus sur l'ensemble du territoire alsacien. C'est pour ça que, par exemple, on défend, par exemple, la dynamique autour des châteaux, la dynamique castrale, parce que l'avantage des châteaux, c'est qu'ils se répartissent aussi dans la ruralité et sur l'ensemble des territoires, et c'est un atout majeur aussi de notre territoire. Vous êtes sûr de cette logique de diluer la présence des touristes? Est-ce qu'il n'y en aura pas juste toujours encore un peu plus? Je pense que c'est ce qu'on voyait. Il y a des sites où il faut arrêter de faire de la promotion.
Le maire de Colmar a arrêté depuis déjà assez longtemps. Mais il a arrêté, mais quand il est invité sur TF1 pour présenter à Colmar, forcément, ça donne envie aux gens d'y aller après. Mais il n'est pas responsable, il a été invité, c'est normal qu'il vienne à la télévision. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance naturelle, parce que le bouche à oreille fait que. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille à une répartition plus harmonieuse des touristes sur le territoire. Il y a des territoires comme la vallée de Villers, par exemple, ou le Sungo, qui aujourd'hui ont des potentialités d'attractivité et de beauté que nos concitoyens pourraient découvrir. Il faut aussi travailler sur d'autres modes de tourisme. Le tourisme d'itinérance douce, fluvial, terrestre, le vélo, on voit bien, ça permettrait d'avoir un tourisme plus éclaté. Qu'est-ce que vous pensez des hypothèses qui commencent à être examinées par pas mal d'élus, y compris, on parle que de lui, Eric Stroman, de pourquoi pas rendre le marché de Noël de Colmar sur réservation obligatoire. Pourquoi pas, c'est une piste, rendre l'accès à certaines parties du marché de Noël payant. La question, effectivement, c'est de voir à quel moment il y avait une surfréquentation qu'on ne peut plus absorber. Pendant 4 semaines, fin novembre, fin décembre. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec Josiane Chevalier, notre préfète, parce que justement, il y avait les questions de surveillance qui étaient aussi en jeu, et notamment les week-ends. Donc, est-ce que il est possible d'organiser un marché de Noël à Strasbourg qui soit payant? Je ne sais pas. En tout cas, il faut se poser ces questions-là peut-être pour les périodes les plus intenses, comme les week-ends, pour essayer de faire en sorte que les gens aillent plutôt sur l'ensemble du territoire alsacien. Mais on a besoin quand même de conserver une dynamique touristique pour faire vivre l'économie alsacienne. C'est quoi le budget, les dépenses de la collectivité européenne d'Alsace en matière de communication sur le tourisme? Est-ce que vous ne pourriez pas décider, on coupe? Alors, je crois que j'ai vu la présidente de Alsace Destination Tourisme. Je vais lui demander si... Alors, attendez, je la vois, elle est à côté de moi. Elle n'a pas de micro, mais elle va me souhaite le chiffre. Que je coupe Vous avez le chiffre, budget de la communication. Hop, Nathalie Kaltenbach, qui est en charge de ce dossier. Juste un chiffre. Non, on a fait une communication de relance suite au Covid qui était quand même de 600 000 euros. Pardon. Voilà, je disais, on a fait une communication de relance suite au Covid, qui s'est quand même élevé à près de 600 000 euros. Et c'est un budget qui avait totalement baissé l'an passé. Après, c'est vrai qu'on a communiqué à la Maison de la Presse pour lancer les marchés de Noël. Et ça a été très très bien suivi par les différents médias. Ça a été très bien relayé. Et puis effectivement, tout ce qui a été mis en place aussi par la collectivité, les manifestations ont énormément porté. Après, je le rappelle, le tourisme s'est développé partout en France et partout dans le monde. On vient d'avoir les chiffres de l'Organisme mondial du tourisme. Il a explosé partout. Mais Frédéric Bierry, merci beaucoup Nathalie Kaltenbach. Frédéric Bierry, vous disiez en début d'émission, il faut bien gérer l'argent de la collectivité européenne d'Alsace. Est-ce que cet argent-là, c'est 600 000 euros, c'est ça, c'est pas considérable par rapport au budget de 2 milliards 100 et quelques. Sur cette action. Est-ce qu'il faut dépenser ces sous-là? Écoutez, la dynamique économique, je pense qu'il faut continuer à la soutenir, sans quoi, à un moment donné, on ne pourra plus avoir suffisamment de moyens pour assumer les services publics attendus pour nos concitoyens. Aujourd'hui, on dit qu'il faut augmenter les salaires des professionnels de santé. Moi, je partage tout à fait cette volonté-là. Mais si les gens ne sont pas plus nombreux à travailler et si les entreprises ne produisent pas plus de richesses, nous n'aurons pas suffisamment de moyens financiers pour payer plus de services publics. On voit bien la situation financière de notre pays. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Et ça, c'est toujours assez périlleux, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut orienter sans doute la communication vers d'autres points. Et puis, les moyens qu'on pourrait libérer sur la communication, ça peut nous permettre de financer des pistes cyclables, par exemple, un certain nombre d'équipements qui sont attendus par nos concitoyens et qui ont du sens aussi pour le tourisme, mais un tourisme un peu différent. On perçoit, Frédéric Bierry, votre attrait pour les questions économiques. La compétence économie ne fait pas encore partie du giron de la collectivité européenne d'Alsace. Les aides directes. Je crois qu'il y a une question sur ce sujet. Je suis à la recherche de Jean-Philippe Hatzonhofer. Où est-il? Vous êtes là. Bonsoir. Qui êtes-vous? Quelle est votre question pour le président Bierry? Bonsoir Bissama, bonsoir Monsieur le Président. Lui parle alsacien. Celle-là. Voilà. Moi je suis économiste, voilà, j'enseigne l'économie dans le supérieur Strasbourg et à l'université de Strasbourg. Alors quand on fait des réformes territoriales en France, c'est toujours pour réaliser des économies, parce que la situation budgétaire est de plus en plus dégradée et catastrophique. Sauf qu'on se rend compte qu'au lieu des économies, on a des surcoûts.
Alors je voudrais tout simplement savoir dans quelle mesure votre projet de région unique d'Alsace permet de faire des économies et en quoi aussi le fait de récupérer, disons, des compétences économiques permettrait de faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Merci Phil Mols. Alors Frédéric Bierry. Alors, je vais prendre quelques... Je vous interromps, pardon. Oui. On va d'abord... C'est de la télé, il y a la forme, tout ça. Cette question institutionnelle, finalement, parce qu'on y vient, il y a la question économique, mais aussi la question institutionnelle que vous posez, évidemment. C'est le dernier chapitre de notre émission. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien rangées. Alors d'abord, le jingle. Retour à une région Alsace. Est-ce que c'est une question utopiste? Voilà comment on a choisi d'intituler cette dernière partie de notre émission. On est toujours en direct sur BFM Alsace. Frédéric Bierry, je vous autorise maintenant, pardonnez-moi, à répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Alors, on m'avait posé à l'époque la question aussi sur la création de la collectivité européenne d'Alsace. Est-ce qu'on a à réduire les dépenses? Alors, on a réduit certaines dépenses. Et ce que je cherche toujours à réduire, c'est les dépenses administratives, celles qui contraignent, qui compliquent la vie des gens. On voit bien l'attente des agriculteurs, etc. Et par contre, il y a parfois des dépenses qui servent la vie des gens. Et celles-là, face à la précarité, la pauvreté, qu'on augmente ces financements-là, c'est comme ça qu'on peut mieux orienter des dépenses publiques qui ont du sens. Mais par rapport justement à la création de la collectivité unique, je vais prendre l'exemple aujourd'hui d'un bénéficiaire du RSA, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous pouvons nous attaquer aux conséquences vécues par un bénéficiaire du RSA, mais on ne peut pas s'attaquer aux causes du problème. Le fait d'avoir une compétence élargie département-région, ça nous permettrait de nous occuper aussi d'économie et de formation professionnelle. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, pour aider un bénéficiaire du RSA à s'insérer, souvent c'est une question de formation. C'est parfois aussi une question de mobilité collective. Donc tout ça, ce sont des compétences aujourd'hui qui sont dévolues à la région. C'est compliqué pour nous pour les mettre en œuvre quand on n'a pas la responsabilité. On a l'impression que vous sous-entendez que c'est mal fait par la région. Je ne dis pas que c'est pas toujours mal fait par la région. Je ne vais pas accuser la région, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que du coup, il faut d'abord ils sont sur un périmètre qui est trop grand. Du coup, pour avoir des formations professionnelles à la bonne échelle, c'est compliqué d'obtenir les choses. On n'a pas l'agilité, la réactivité qui serait nécessaire. Et du coup, pour répondre complètement à la question, si on arrive à mieux placer le nombre de bénéficiaires du RSA, c'est des dépenses en moins pour la collectivité. Là, je vois par exemple, on a baissé de 46 000 à 39 000 nombre de bénéficiaires de RSA. C'est 20 millions de dépenses d'allocation en moins. Et je pense que si on avait les compétences réunies, eh bien, nous pourrions fortement baisser la dépense, en tout cas d'insertion, puisqu'elle améliorerait l'efficacité du placement. Donc ça, c'est un exemple où on peut améliorer les choses. Ce serait aussi, bien évidemment, plus simple pour les administrations. Donc si vous améliorez, si vous simplifiez les choses, c'est du temps administratif en moins. Ce temps administratif, c'est du temps humain en moins, donc c'est des dépenses en moins. Donc sur beaucoup de sujets, le fait de rassembler, ça améliorerait la performance de l'action publique. Et donc, ça permettrait de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de l'action. Et outre les dépenses des régions, est-ce qu'au niveau de l'État aussi, est-ce qu'il y a des transferts à réaliser qui pourraient être utiles ou non? Moi, je pense aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du social. Aujourd'hui, il y a des gens à Paris qui voudraient que les EHPAD, elles deviennent comme des hôpitaux gérés par l'ARS. Moi, je défends pour que nous prenions la compétence complète des établissements, des EHPAD, parce que ce serait plus simple avec un seul interlocuteur, pas plusieurs. Et ensuite, nous, on traiterait l'EHPAD dans une dimension humaine plus que dans une dimension sanitaire. Il ne s'agit pas de rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. C'est la qualité de l'accueil qui est importante à mes yeux. Donc, c'est plus humain, plus proche, plus simple, plus efficace. C'est ça aussi, en fait, l'enjeu. Et puis surtout, à un moment où nos concitoyens ne savent plus qui voter, comment voter et qui fait quoi, le fait de rassembler dans une seule collectivité les compétences département, région et quelques compétences de l'État permettrait pour nos concitoyens de comprendre comment fonctionne le système. Et si ça fonctionne bien, ils pourraient dire c'est grâce à eux. Et si ça fonctionne mal, c'est à cause d'eux et on change d'élu au moment du vote. Je pense que ça, c'est important. Frédéric Bierry,
n'est pas fan de l'échelon Grand Est. C'est le périmètre qui périmètre. Je crois que c'est le cas aussi dans l'univers du foot. Et je crois qu'il y a une question justement qui vient d'un acteur du foot ici localement. Vous êtes Michel, oui. C'est ça? Michel Aucourt, je suis le président du district d'Alsace de football. Alors voilà, peut-être comme on a commencé par une note de bas de page, on va en refaire une petite. Ça s'est passé de la même manière pour le foot. Avant, c'était la Ligue d'Alsace qui est devenue la Ligue du Grand Est. C'est ça. Nous étions une ligue depuis 1919. Elle s'est interrompue en 39-45. Elle s'est interrompue en 2016. Et depuis 7 ans, nous sommes donc dans le giron du Grand Est. On a perdu énormément de compétences, énormément de moyens. Et aujourd'hui, on a appauvri notre sport. Donc, effectivement, l'ambition que l'on a maintenant, dans 5 mois, nous saurons, puisque nous avons travaillé beaucoup, et Frédéric, je le remercie pour tout le travail qu'il a fait à nos côtés. Nous sommes allés au ministère des Sports, nous avons beaucoup travaillé, nous avons travaillé pendant 4 ans, et au mois de juin, dans le sud-ouest de la France, à Cap-Breton, je présenterai le dossier alsacien devant la Fédération française de football, avec l'espoir, il est grand, parce qu'on a beaucoup de témoignages qui nous disent que les choses vont se faire, eh bien nous aurons probablement une Ligue d'Alsace de football qui sera effective au 1er juillet 2025. Votre question pour le président Frédéric Bierry. Ma question, ce que nous avons fait pour le football ensemble, est-ce qu'on est capable maintenant, et il faut le faire, pour la région? Alors d'abord, peut-être un petit mot, parce que je voudrais souligner le travail que Michel Aucourt a pu faire avec l'ensemble des clubs de sport qui, aujourd'hui, ont construit un vrai projet. C'est ça qui a fait aussi le succès je pense qu'il fera le succès de votre démarche. Vous avez construit un vrai projet au service du sport, au service du football sur le territoire. 96%. 96% des clubs ont exprimé le souhait de revenir à un périmètre alsacien qui correspond à leur vie quotidienne et à leur action. C'est même plus que les 92% de votre consultation. Et c'est la deuxième consultation qu'ils font, et elle est encore plus importante que la première. Donc ça montre bien la détermination et l'attente, notamment des licenciés dans le sport. Mais parce que le périmètre alsacien, le périmètre qui a du sens, parce qu'à un moment où on dit qu'on réduise les dépenses énergétiques et notre empreinte écologique, on ne va pas multiplier des déplacements exorbitants, parce que je rappelle que le périmètre Grand Est, c'est 2,5 fois la Belgique. Donc autant dire que pour ceux qui doivent se déplacer, c'est décourageant. Donc les bénévoles sont découragés. On a perdu, alors qu'on parlait tout à l'heure avec les jeunes de société de l'engagement, là on a perdu une partie d'engagement parce que les gens ont été écœurés. Et donc aujourd'hui, l'enjeu aussi du périmètre alsacien, c'est redonner un supplément d'âme, une envie à nos concitoyens de s'impliquer. Je vous interromps, Frédéric Bierry, parce que... Je n'ai pas répondu à sa question. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'on aura l'occasion d'y répondre pleinement d'ici à la fin de l'émission. Mais il nous reste grosso modo une dizaine de minutes. Et sur ce sujet, bizarrement, tiens, beaucoup de mains se lèvent. Donc je ne sais pas où est le micro, si on peut me le faire. Ah bah voilà, tiens, je vais venir le récupérer de ce côté-là. Merci beaucoup. J'ai vu notamment, Madame, vous étiez la première. Je vais donc m'avancer vers vous. Est-ce que vous voulez bien vous lever, vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Sebec, c'est mon prénom, et Limpagdi, le nom de famille. Je distingue bien parce que ça n'est pas alsacien. Vous aurez peut-être pas su où ça commençait, où ça se terminait. Je suis philosophe du droit. Je travaille sur les communs et plus spécifiquement sur la question de la renouvelabilité de la ressource en eau. Et donc oui, l'Alsace est au-dessus d'une immense nappe phréatique, la plus grande d'Europe. Je vais aller directement au cœur de ma question. Eh bien aujourd'hui, la collectivité européenne d'Alsace a une nouvelle compétence dont elle s'est saisie. Elle coordonne les différents PAT, donc les projets alimentaires territoriaux. Eh bien là, il y a peut-être un moyen de développer une activité économique qui soit résiliente, qui réponde aux enjeux de demain. Parce qu'aujourd'hui, la question climatique, en fait, je pense vraiment que la plupart des gens ne saisissent pas qu'on va se le prendre sur le coin du nez et qu'on est déjà en train de vivre ce qu'on devrait vivre à plus 2 degrés, alors que nous sommes que à plus 1,1 degré. Et donc la question du tourisme et d'organiser tout ça de manière massive sans pouvoir organiser la résilience alimentaire de notre territoire, aujourd'hui ce serait possiblement criminel. Alors,
Alors là, on change de sujet. Mais ça reste quand même sur cette question de la compétence alsacienne, etc. Alors, est-ce que l'échelle alsacienne peut permettre de répondre à cette problématique-là? Alors, aujourd'hui, je pense que l'échelle qui a du sens chez nous, c'est l'échelle rhénane. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a organisé l'année dernière, et on va réorganiser cette année une action forte, les assises de l'eau rhénane. Parce que je me souviens toujours qu'au moment de Tchernobyl, on nous a dit que le nuage était resté côté allemand. On voit bien que les pollutions, la nappe phréatique aujourd'hui, qui est sans doute un de nos biens les plus précieux en Alsace, doivent être pensées, réfléchies, protégées à cette échelle-là. Donc vous avez raison, sur ces questions-là, pour moi, une nourriture saine, un air sain, une eau saine. C'est une priorité forte de la collectivité avec cet enjeu d'une vie digne dans un environnement sain. Donc nous prenons à bras-le-corps ces démarches-là. Vous avez raison de dire que aujourd'hui, avec une Alsace qui est une terre nourricière, il faut qu'on travaille un projet alimentaire avec l'ensemble du monde agricole, avec l'ensemble des acteurs, en tenant compte effectivement des évolutions et des impacts de l'évolution climatique. Donc là, il y a un vrai travail de fond. Aujourd'hui, on finance à l'échelle transfrontalière toute une série de projets qui ont été initiés dans le cadre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, avec des acteurs qui se sont saisis de ces questions-là. Et aujourd'hui, on a toute une série d'études qui sont programmées et cofinancées par notre collectivité pour faire ensuite en sorte de mener des actions concrètes par rapport à ces enjeux-là. Mais vous avez raison, et c'est pour ça aussi, par exemple sur Stocamine, parce que vous avez évoqué les enjeux de l'eau, c'est pour ça que nous continuons à nous battre sur Stocamine pour la réversibilité de la sortie des déchets. On ne peut pas accepter que ces déchets restent indéfiniment sous notre sol parce qu'ils mettent en danger la nappe phréatique qui est notre bien le plus précieux. Donc sur ces sujets-là, la collectivité est engagée. Je pense que le périmètre rhénan, c'est le périmètre qui a du sens par rapport à ça. Frédéric Bierry, je voudrais qu'on termine cette séquence par sortir du Grand Est, mode d'emploi. Et pour commencer, l'analyse d'un politologue qui a été rencontré par les équipes de BFM Alsace cette semaine. Écoutez. Monsieur Bierry ne pourra pas tout seul décider l'autonomie, l'indépendance, la sortie du Grand Est. On ne va pas faire un coup de force institutionnel. C'est évidemment pas possible dans nos institutions. Et heureusement, au bout du bout, c'est bien sûr à Paris et bien sûr à l'Élysée que cette décision se prend. Or, avec l'Élysée aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier. On navigue à vue, on ne sait pas très bien. Un jour, c'est ceci, un jour, c'est cela. Donc la stratégie de monsieur Bierry se heurte au fond à la difficulté pour l'Élysée d'avoir une vraie ligne politique, notamment concernant les territoires. Frédéric Bierry, le verre là que vous avez devant vous, il est à moitié plein ou à moitié vide? Attendez, je vais répondre à cette remarque et en même temps répondre à la question du président. On a engagé un processus démocratique sans précédent. Je le rappelle. D'abord la création de la collectivité européenne d'Alsace, fusionner 2 conseils départementaux, c'est assez exceptionnel pour le signaler et on l'a fait en très peu de temps, on a réussi à relever ce défi avec des compétences supplémentaires que nous assumons. Il nous reste 2 minutes. Il faudrait qu'on connaisse le calendrier. D'accord, oui. Alors, comment ça va se passer cette affaire ? Je vais y arriver. Donc, je vais essayer d'aller vite. Donc, ça a été la première étape. Il y a ensuite eu les 80 jours à l'encontre des habitants. Il y a eu le conseil de développement. Il y a eu la consultation forte avec 92%. Et enfin, la contribution citoyenne. Donc, on a un processus démocratique que l'État ne peut pas ne pas entendre à Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près du but. Quand je vois la commande que le président a pu faire à Éric Woerth, que j'ai rencontré, on est complètement dans le cahier des charges de ce qui a été mené. Donc aujourd'hui, il faut simplement que le président passe d'un discours aux actes. Parce que concrètement, la démarche que nous avons portée, qu'on construit, elle peut donner une véritable espérance démocratique à notre territoire. Si on veut que nos concitoyens de nouveau aient envie de s'investir, il faut leur donner un supplément d'âme. Et l'Alsace, elle parle aux Alsaciens. Et c'est pour cette raison qu'on doit être entendu. Vous avez parlé
de vos oreilles. Vous parlez souvent, j'ai des contacts à Paris qui me disent que oui, ça va. Vous pensez que c'est un chantier que peut lancer le président Macron? Le président Macron a beaucoup de dossiers à gérer. C'est énorme, une réforme institutionnelle, là, dans le quinquennat qui est en train de se passer. Nous, on peut être un laboratoire de la décentralisation. On peut être un électrochoc dans la démocratie, et il n'a qu'à se saisir. On a fait le travail de fond, donc il n'a qu'à se saisir. C'est simple ensuite de simplement transférer progressivement les compétences de sorte qu'à la fin du mandat, la collectivité unique soit constituée. C'est quelque chose qui peut être facilement mis en œuvre. Il n'y aura personne en Lorraine et en Champagne-Ardenne pour aller se révolter parce que l'Alsace redevient une région à part entière. Il faut simplement aujourd'hui qu'il y ait du courage, oser, Monsieur le Président. Vous pensez à une date déjà 2024 là? Parce qu'au début, c'était ça que vous espériez, 2024. Pour moi, bien évidemment, il y aura plusieurs sujets qui vont être sur le... D'abord, il y aura le rendu du travail d'Éric Woerth qui a été missionné sur le sujet de la décentralisation. Ça va se faire au printemps. Je sais que certaines choses sont évoquées par rapport à la Corse. Nous ne pourrions pas accepter qu'il y ait des évolutions pour la Corse et qu'il n'y ait pas un niveau d'évolution suffisant pour l'Alsace. Frédéric Bierry, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Cette émission spéciale arrive à son terme. Merci beaucoup au public, vous êtes nombreux. Merci beaucoup d'avoir bien voulu aussi jouer le jeu, bien voulu vous aussi jouer le jeu, de lever la main régulièrement pour poser toutes vos questions. Merci aux équipes ici au siège de la collectivité européenne d'Alsace de réalisation de cette émission. Merci aussi à la régie, à la rédaction de BFM Alsace. N'oubliez pas, plusieurs rediffusions ce week-end aussi sur l'application RMC BFM Play. Vous pouvez revoir cette émission aussi sur le site et l'application de BFM Alsace, évidemment. Un dernier mot pour vous dire que la semaine prochaine, vous connaissez tous évidemment Alsace Politique tous les jeudis soirs sur BFM Alsace. On refera le match, on peut dire. Voilà, on refera le débat, on refera la soirée avec des invités autour de moi en plateau. C'est jeudi prochain à 18h30 sur BFM Alsace. Merci beaucoup à vous ici ce soir et passez une bonne soirée sur BFM Alsace. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.